Alors j'ai la joie maintenant d'accueillir notre grand témoin, Marine de Poncin. Bonsoir Marine. Bonsoir Blanche. Alors Marine, vous êtes une diplômée de l'ESSEC. Vous êtes aussi une jeune entrepreneur. Vous avez fondé un cabinet de conseil dont nous allons parler. Et vous êtes aussi auteur. Vous avez publié un essai très intéressant sur la maternité. Voilà, la maternité est un sujet qui vous habite depuis toujours, j'ai envie de dire. Est-ce que vous voulez nous expliquer pourquoi ? Oui, en fait, la maternité, le sujet s'est réellement révélé au moment où j'ai fait l'expérience personnelle de la maternité, qui m'a finalement questionnée sur moi, mon propre lien à la naissance. En fait, voilà, moi j'ai été adoptée à 18 mois. Je suis originaire du Népal. Ma mère biologique, elle est décédée en fait en suite de couches. Voilà, parce qu'elle n'avait pas accès aux soins, elle n'avait apparemment rien. Et donc je crois que ça m'a donné une force, en tout cas pour me rendre compte à quel point la maternité était quelque chose de fragile, quelque chose de précieux, et qu'en ayant la chance d'être adoptée, ensuite j'ai fait l'expérience de ce qu'est la maternité sous le prisme de l'adoption, avec une femme, ma maman, qui, avec mon papa, ont adopté 5 enfants en tout. Et ils nous ont transmis en tout cas une vision de ces naissances-là, que ce soit la mienne ou celle de mes frères et sœurs, magnifique, malgré toutes les difficultés qu'on a pu endurer. Et alors ensuite, pendant vos études, vous avez été frappée par le manque de considération envers les femmes enceintes. Vous parlez même d'un délit de grossesse. C'est fort comme mot. Oui. Je trouve que c'est fort parce que la maternité dans les pays en développement, il y a une communauté qui accompagne la femme. Si elle n'a pas accès aux soins, en tout cas, elle n'est pas seule. Ici, et chez nous, ouais, c'est pas comme ça. En France, justement, les femmes, elles ont accès à tous les soins, toutes les techniques pour faire en sorte que sur le plan physique, tout se passe bien, mais sur le plan plus psychologique, en tout cas du vécu émotionnel, elles sont souvent très seules. Et dans la vie professionnelle, c'est un facteur qui est plutôt vu sous un prisme négatif, vu comme une barrière, vu comme quelque chose qui va freiner une carrière professionnelle. Effectivement, dans mon livre, je parle aussi de cette carrière qui n'est peut-être pas bien ajustée, justement, comme une espèce de... La réussite, c'est la carrière professionnelle, et donc la maternité va être une entrave à cette réussite, et c'est en ça que ça peut être perçu et vécu comme un délit, parce que la femme, elle sait pertinemment qu'elle va causer, entre guillemets, des problèmes à son équipe, à son entreprise, et du coup, elle se met elle-même cette pression de se dire, bon, je choisis d'être enceinte, et donc je sais pertinemment que je vais être un facteur, en tout cas, de difficulté pour les autres. Voilà. Et donc je trouve que c'est pas normal, en tout cas, qu'en 2020, il y ait ce sentiment très fort de culpabilité qu'on peut avoir juste parce que on a ce souhait qui fait partie de notre nature, notre condition humaine de donner la vie. Et alors, donc, fort de ce constat, vous avez fondé un cabinet de conseil autour de la maternité en entreprise. C'est quoi l'intuition, c'est quoi les ressorts et qu'est-ce que vous avez réussi à mettre en place ? En fait, ayant fait moi-même une expérience douloureuse, mais qui est finalement une expérience heureuse, qui était de normalement je devais avoir un travail et j'étais enceinte. Et quand j'ai annoncé effectivement cette future naissance, et bien, ça a remis les cartes sur la table. Et donc, j'ai vu les portes se fermer. Et moi, ça m'a fait réfléchir sur finalement la capacité à l'environnement professionnel de s'adapter, en fait. Et en fait, dans ma recherche ensuite de travail, en étant enceinte, c'est peut-être une anecdote, mais pour moi, ça me semble important de le dire. J'ai une fondation d'une très grande entreprise dans la pharmacie qui s'est approchée de moi en me proposant en fait un travail chez eux. Et ce travail ne concordait pas avec le terme de ma grossesse, mais le sujet m'a littéralement interpellée parce que c'était pour lutter contre la mort maternelle et néonatale dans les pays en développement, en fait. Oui, oui.
Et en fait, comme je n'avais pas pu avoir ce métier, je me suis dit, mais finalement, plutôt que d'apporter des solutions à l'autre bout du monde, qu'est-ce qu'on peut faire déjà pour ce monde qui nous entoure? Et donc, j'ai commencé à consulter des jeunes femmes, souvent plus âgées que moi, sur comment est-ce qu'elles vivaient leur grossesse. Et en fait, comme j'ai été formée aux études de marché, j'ai pu mener ma propre étude sur des dimensions quantitatives et qualitatives et en fait en tirer des statistiques. Et à partir de là, c'est vrai que les statistiques étaient quand même assez fortes parce que sur une moyenne entre 0 et 10 sur le vécu de la grossesse en entreprise, on était quasiment en dessous de 5 sur 10. Et donc pour moi, c'était un indicateur fort d'alerte pour me mettre en mouvement. Et puis cette même année, en 2015, il y a une étude qui est sortie d'une fondation de recherche des hôpitaux de Paris, de la fondation PremUp, donc une fondation spécialisée sur les sujets liés à la prématurité et qui venait donc de sortir une étude sur l'impact de l'environnement de travail sur les naissances prématurées ou en tout cas les grossesses pathologiques. Et en fait, pour moi, c'était le déclencheur, cette étude, parce qu'au-delà de mes intuitions, au-delà de l'étude que j'avais pu mener, là, il y avait une étude nationale qui montrait que 75% des femmes disaient rencontrer des grandes difficultés à concilier grossesse et travail, que 90% des femmes interrogées, quand on leur demandait « est-ce que votre entreprise met à disposition des choses pour adapter votre travail », la réponse était à 90% non. Et donc pour moi, c'était un vrai déclencheur. Et donc en termes de fidélisation des talents, comme on aime bien dire dans le monde de l'entreprise, souvent c'est un moment en fait qui est décisif parce que les femmes ne se reconnaissent pas dans le monde de l'entreprise et donc souvent le quittent ou en tout cas soit prennent un congé parental pour justement ensuite faire le point et se dire est-ce que je poursuis, est-ce que je vais voir ailleurs. Et donc, en termes de stratégie RH, c'est une perte. Donc, du coup, c'était un petit peu sous ce prisme-là que je rentrais dans les entreprises. Est-ce que la maternité peut être une chance aussi pour l'entreprise ? Oui. Au-delà de quelque chose à gérer de mieux en mieux, il y a des progrès à faire, mais est-ce que ce n'est pas aussi une chance ? Oui, alors oui, c'est sûr que moi, quand j'ai fondé mon cabinet de conseil, j'avais vraiment à cœur de réenchanter la maternité ou en tout cas de donner le goût de la vie en fait dans un environnement qui a priori lui est plutôt hostile et pour moi tout le travail c'était plutôt que de sortir les phrases qu'on entend tout le temps, que la maternité est un frein dans la carrière professionnelle, que la maternité est un problème pour la performance générale. J'essayais de trouver justement les éléments qui soient concrets, tangibles, sur finalement si on retourne le sujet. En fait, si la maternité était une bonne nouvelle pour tous, eh bien là j'ai pu investiguer le champ des neurosciences, le champ de mieux comprendre tout ce qui se passe en termes de métabolisme, la biologie qui se transforme pendant cette période-là, et comment est-ce que tout cela, cette nature qui est en pleine transformation, peut être au service de notre vie au quotidien. De quoi ? La créativité, par exemple ? Exactement. Je pense qu'on a une manière d'appréhender le monde en fait totalement différemment. J'aime beaucoup une psychologue qui a beaucoup écrit sur les émotions de la femme enceinte, donc qui s'appelle Nathalie Lancelin-Ouin, pour la citer, et qui dit écoutez les femmes enceintes, leurs changements disent quelque chose du monde, en fait. Et en fait, je pense que si l'entreprise se met à l'écoute des femmes enceintes, mais si les femmes enceintes et des elles-mêmes, exactement. Oui. Mais je trouve que quand on est dans le processus de la grossesse, sur le plan physiologique, eh bien, il y a des énergies, il y a énormément de choses qui sont propres en fait à cette période si particulière. Et du coup, je suis toujours étonnée par la créativité de certaines femmes qui osent poser des choix pendant leur grossesse, qui osent proposer des choses dans le cadre de leur entreprise qu'elles ne se seraient jamais permises
dans un autre contexte et qui est vraiment source de créativité et donc de création de valeur. Je pense à des entreprises, des startups qui se sont montées parce qu'il y avait un manque ou parce qu'il y avait un désir profond et que ce sont des femmes qui ont osé en fait s'écouter. Et moi, un des grands messages d'ailleurs que je passe dans tous ces séminaires, tous ces ateliers que j'anime, c'est mais d'abord écoutez-vous. En fait, et écoutez-vous, vous verrez, et il va en ressortir beaucoup de choses et arrêtez de vous censurer et de vouloir rentrer dans le moule parce qu'en fait, quand on est enceinte, on est encore en extension. Voilà, donc on ne peut pas rentrer dans le moule. On sent qu'on a vraiment un nouveau regard à porter sur la femme enceinte dans nos sociétés, que ce soit au travail, hein, bien sûr, mais aussi finalement toutes ces femmes qui font un énorme travail invisible, visible dans leur foyer. Et c'est toute cette question un peu du féminisme sur laquelle je voulais vous questionner aussi, Marine. Quel regard vous portez aujourd'hui, vous, sur le féminisme qui nous entoure ? Oui, alors le féminisme fait partie un petit peu des constats que je dresse, en fait, avant de me lancer dans toute cette réflexion sur la beauté de la maternité, parce que pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on a des difficultés à s'émerveiller devant cet état de transformation que moi j'appelle le co-trait d'union naissance, c'est que en fait le féminisme a restreint la femme en fait et que pour moi le féminisme est vraiment une chose qui peut limiter en fait notre compréhension de ce qu'est vraiment la femme. J'aime beaucoup le sens des mots et du coup je me suis interrogée sur le sens du féminisme en tant sur le plan lexical. Et en fait le fé en latin c'est le souffle de la vie. Et le fé, FE, le début de féminisme. Tout à fait, voilà. Et le isme en fait est finalement une terminologie qui permet de faire référence à un combat, voilà, à une démarche militantisme, enfin vous voyez. Et du coup, je me suis dit, mais finalement, le souffle de la vie étant un combat, oui, mais s'il n'intègre pas la beauté de ce qui est la source de cette femme, de la femme, ben, en fait, il manque quelque chose. Et donc, je me suis questionnée sur un autre mot qui vient évidemment pas de moi, qui vient de Antoinette Fouque, qui est une féministe, sociologue, enfin bon, maintenant elle est décédée, mais elle a initié le terme de féminologie. Et je trouve que ce sens de mot est très intéressant sur le point étymologique parce que on retrouve donc le fé, le souffle de la vie, mais logie, logos en grec, qui est la connaissance. Et en fait, si on revient à cette construction de mots, la connaissance du souffle de la vie, eh bien là, on accorde toute la place qui est liée à la beauté de ce souffle de la vie, à cette capacité d'engendrement. Et donc là, on peut être de manière plus unie, plus en authenticité de ce qu'est la femme. Et la femme dans le XXIe siècle, en 2020, qui est une femme qui doit respecter son corps, qui doit comprendre comment ce corps fonctionne, qui vit dans un monde où on a besoin de travailler, voilà, où en plus le travail participe au-delà du besoin économique à aussi l'estime de soi-même, et que je pense qu'en partant de la notion de féminologie, on peut réconcilier en fait la femme et le XXIe siècle. Il y a une dernière question que je voudrais vous poser, Marine. Vous nous avez partagé votre histoire personnelle. Vous êtes née au Népal. Votre maman biologique est décédée, voilà, parce qu'elle vivait dans des conditions de pauvreté. Aujourd'hui, dans ce pays et dans d'autres, il y a beaucoup de femmes pauvres qui sont contraintes de vendre leur maternité, ce qu'on appelle les mères porteuses, la gestation pour autrui. C'est une question prégnante dans le sujet de la dignité qui nous intéresse dans cette formation. Qu'est-ce que ça vous provoque, cette idée-là ? Ça pourrait être vous, quelque part ? Oui, en fait, ça provoque en moi beaucoup de questionnements parce que je crois que la maternité dit quelque chose de notre humanité profonde, en fait, de ce qu'on ne peut pas retirer à un être humain. Et à titre personnel, justement, souvent je me suis dit, en voyant justement fleurir la gestation pour autrui, et toi Marine, quelle serait ta vie si tu n'avais pas eu cette bonne étoile au-dessus de toi ?
Et parce qu'en fait, moi, j'avais 2 options. J'avais l'option de ne pas pouvoir survivre parce qu'à 18 mois, je pesais 6 kilos. Je souffrais de malnutrition chronique. On pensait que j'étais sourde et muette parce que je n'avais jamais été éveillée à la vie, en fait, tout simplement. Quand mes parents ont voulu m'adopter, on leur a dit que c'était pas nécessaire, pas utile de m'adopter parce que en fait, j'allais mourir, donc il n'y avait pas de solution pour moi. La deuxième option, c'était celui de me dire que j'aurais dû survivre comme des milliers de jeunes filles, voilà, peut-être pour subvenir aux besoins de cette famille biologique, et qu'aujourd'hui, faire de l'argent, c'est facile, c'est possible en fait. Quand on réfléchit un peu, il y a plein de moyens, voilà, dont il y a la prostitution, il y a la GPA, enfin voilà, il y a plein de moyens. Et moi qui ai eu la chance, quand j'avais 10 ans, en fait, j'ai fait un tour du monde avec ma famille. Donc pendant un long temps, on a voyagé avec mes parents dans chacun de nos pays. Et donc à 10 ans, j'ai vu ce que c'était que d'être un enfant qui grandit au Mali, dans les bidonvilles au Guatemala, dans la jungle au Sri Lanka et dans les rizières au Vietnam. Et donc voilà, j'ai vu ça quand j'avais 10 ans, ce que c'était que ces enfants qui se débrouillaient. Voilà. Et du coup, voilà, peut-être que cette vie aurait été, la solution aurait été de faire de la gestation pour autrui. Je lisais ces phrases terribles où ce sont des femmes qui donnent naissance à des bébés bien dodus, tout blancs, alors qu'elles sont des faciès comme le mien. Je me dis c'est quand même fou parce qu'en fait rien ne leur appartient. En fait, il y a juste le corps qui est donné et donc je trouve ça terrifiant. Marine, en ce moment, vous travaillez sur cette question des 1000 jours, les 1000 premiers jours. Est-ce que vous voulez nous expliquer un peu ce que c'est que cette coordination qui est mise en place un peu de manière nationale et puis ce qu'il est important de savoir sur ces 1000 jours? Oui. Alors, c'est une commission gouvernementale qui a été lancée par Emmanuel Macron pour finalement comprendre l'importance de ces 1000 premiers jours. Et en fait, cette commission est finalement le résultat d'années de recherche sur notamment une thématique qui, du coup, me tient à cœur, qui est l'épigénétique. Et l'épigénétique, en fait, pour faire simple, c'est finalement comment l'environnement global va poser des marqueurs sur le génome, notamment lorsque l'embryon devient un fœtus et que le bébé grandit. En fait, ça va poser des marqueurs sur le génome. Et donc, ensuite, l'environnement, en fonction de comment est-ce qu'il est, peut ou pas déclencher la réceptivité de ces marqueurs en fait. Voilà. Et donc dans une logique de santé publique, le gouvernement se dit plus on influe tôt sur l'environnement et moins il y aura de marqueurs et dont les conséquences sont les grands sujets qui sont portés depuis un certain temps sur le plan gouvernemental, qui est la lutte contre l'obésité, la lutte contre les maladies cardiovasculaires, etc. Et en fait, aujourd'hui, cette commission, sur le plan scientifique, est très, très intéressante parce que ça permet de creuser et de mieux comprendre le mystère qui se joue dans le monde intra-utérin. Ça, c'est une évidence et je trouve que c'est une bonne nouvelle. Voilà. Maintenant, dans la réalité de cette commission, ce que moi je peux regretter, c'est que c'est une commission qui a été effectivement reprise par le monde politique sans forcément être dans, comment dire, la précision en fait de la qualité de ce sujet-là. C'est récupéré, vous voulez dire? Oui, c'est ça, un peu, si je puis le dire ainsi, c'est récupéré. Et du coup, on en arrive à des conclusions qui vont être l'allongement du congé paternité, ce qui en soit une bonne nouvelle. Mais ce que moi, je peux donner dans mes conférences, mes ateliers, c'est vraiment sur l'aspect plus scientifique. Et les femmes enceintes et les futurs pères sont très, très, très avides de connaître ces données-là. Et donc, voilà, résumer les 1000 premiers jours sur « il faut que le père soit présent », je trouve ça un peu réducteur. C'est un peu réducteur.
Voilà. Et merci beaucoup Marine pour cet entretien, pour ce que vous nous avez partagé de personnel et sur cette belle activité que vous menez pour défendre finalement aussi bien la beauté de la maternité que son rôle même dans l'entreprise et voilà tout ce regard que nous devons changer, je crois, dans nos sociétés un peu modernes sur la maternité. Merci beaucoup Marine. Tout à fait. Merci beaucoup à vous Blanche.